Bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Philippe Quéquin. Je travaille à l'Institut des sciences de la Terre de Grenoble, qui est un institut de recherche du CNRS, de l'Université de Grenoble et d'autres établissements, notamment IFSTAR et l'Université de Savoie-Mont-Blanc. Alors, effectivement, la Maurienne s'est mise à trembler il y a quelques temps. Ce que je vais essayer de vous présenter, je vais vous faire quand même une présentation de pourquoi les tremblements de terre, pourquoi est-ce qu'on a des tremblements de terre, pourquoi est-ce qu'on les ressent, qu'est-ce qu'on craint vis-à-vis de ces tremblements de terre. Il faut savoir que c'est une science qui est relativement récente. Je vous ferai un petit historique. Et puis, je vous présenterai aussi quelques effets auxquels on peut s'attendre quand des gros tremblements de terre se produisent. Et puis, enfin, un petit point sur l'essaim de la Maurienne qui nous a intéressés en tant que chercheurs, puisque ce sont des phénomènes très particuliers, soudains, qui démarrent, on ne sait pas pourquoi, qui s'arrêtent, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas grand-chose en fait sur ces essaims. Ce n'est pas exceptionnel. Il y en a plein dans les Alpes, il y en a plein dans les Pyrénées. Et la difficulté, c'est qu'ils sont tous différents les uns des autres. Donc on ne peut pas observer un essaim en disant, en l'observant, on pourra prédire tout ce qui se passe dans les autres essaims. Ça, ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça que cet essaim de la Maurienne nous a intéressés, notamment parce que on n'avait jusqu'à maintenant aucune connaissance d'un essaim historique sur ce secteur. Alors, juste pour rappeler un petit peu le contexte des tremblements de terre, on évolue sur une planète qui est l'objet de beaucoup de catastrophes naturelles. On en entend beaucoup parler. Ce sont des catastrophes qui sont de type ouragan, comme Irma récemment. Mais également le grand séisme de Tohoku de 2011. Alors nous on l'appelle Tohoku, vous l'appelez Fukushima du nom de la centrale nucléaire. Nous c'est Tohoku parce que c'est la région de Tohoku qui a été touchée, qui a fait un énorme tsunami. Évidemment des inondations également sur l'île de France, un nuage volcanique qui a mobilisé et qui a paralysé tout le trafic aérien en Europe. C'était le volcan, je ne prononcerai pas le nom, que je n'y arrive pas, mais c'est un volcan qui se situe en Islande. Tout ça a des impacts très, très importants. Alors ces catastrophes ne sont pas exceptionnelles. Ce sont des catastrophes qui existent. Ici, c'est un diagramme. Alors, la vidéo est un peu palo. C'est un diagramme qui est produit par des grandes organisations internationales pour essayer de quantifier, de capitaliser toute l'information qu'on peut avoir sur les catastrophes naturelles. Donc, vous avez ici la nature de cette catastrophe naturelle, activité volcanique jusqu'à séisme, en passant par les feux de forêt qui font partie des catastrophes naturelles, les fortes chaleurs, les tempêtes, glissement, épidémie, mouvement de terrain, sécheresse et ici inondation. Là, vous avez une grosse patatoïde qui représente finalement le nombre de victimes associées à ces catastrophes naturelles depuis 1900. Ici, on est entre 1900 et à peu près 2015 sur cette figure. Cette grosse patatoïde liée à l'épidémie, c'est la grippe espagnole, qui a fait une énorme quantité de victimes. Ici, on voit l'apparition de l'épidémie de sida. Vous avez d'énormes sécheresses qui ont eu lieu depuis toujours. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est à la fois l'activité volcanique avec deux catastrophes majeures. Ici, en 1902, en Martinique, qui est l'explosion de la montagne Pelée qui avait fait à peu près 40 000 victimes. Et puis ici, pour les plus anciens, si vous en souvenez, c'est le Nevado del Ruiz en Colombie, où il y avait eu un volcan, une coulée, et puis des images d'une petite fille qui avait été ensevelie. Donc ça, ce sont les deux grosses catastrophes volcaniques. Il n'y en a pas tant que ça de victimes liées à ces volcans. Et puis, ce qui nous intéresse ici, ce sont les séismes. Chaque patatoïde représente un gros séisme. Il y a eu une grosse séquence de séismes dans les années 20, dans les années 30, un petit peu partout dans le monde. Ici, c'est un gros séisme au Tadjikistan qui avait fait à peu près 180 000 morts, un gros séisme en Chine, et puis là, dernièrement, le gros séisme d'Haïti en 2010. Et puis un séisme suivi d'un tsunami, le séisme d'Indonésie, de Sumatra en 2004. Donc ce sont des phénomènes qui existent, et ce ne sont pas des phénomènes récents, il y a des catastrophes naturelles partout. Ce qui a changé énormément,
depuis ces dernières années, c'est essentiellement les conséquences économiques. Pourquoi? Parce que les urbanisations augmentent. En augmentant, on concentre les biens et les richesses sur des zones qui sont parfois exposées à des catastrophes. Quand un événement se produit, à ce moment-là, on a d'énormes pertes économiques. Et c'est pour ça que notamment les compagnies d'assurance qui travaillent à essayer de modéliser les conséquences économiques de ces grandes catastrophes naturelles capitalisent toutes les informations. Si on regarde ici, donc ça c'est en milliards de dollars, si on regarde ici l'augmentation des pertes économiques, toujours entre 1900 et 2016, on voit, et ça c'est intéressant, on voit que premièrement, l'ensemble des pertes économiques liées à ces catastrophes naturelles augmentent, puisque l'urbanisation et la population augmentent, les concentrations de ces populations et de ces biens augmentent. Et puis quand on regarde les grandes catastrophes, en fait, les grandes catastrophes sont essentiellement dues à des tremblements de terre, à l'exception de Katrina, qui est un événement cyclonique exceptionnel. Toutes les grandes autres catastrophes qui ont généré énormément de pertes économiques sont liées au tremblement de terre. Ce qui va être intéressant ici, ce sont les pertes économiques des 10 plus gros séismes, des 10 plus grosses catastrophes naturelles. Et ici, le nombre de victimes. En rouge, ce sont les tremblements de terre. En bleu, ce sont d'autres types de catastrophes. Vous voyez que les tremblements de terre font partie des plus grandes catastrophes naturelles qui peuvent se produire. Ce qui est intéressant, c'est que ces séismes et volcans représentent à peu près 12% des catastrophes naturelles se produisant à la surface du globe. Par contre, ils vont représenter 47% des pertes économiques et ils vont représenter à peu près 78% des victimes. C'est-à-dire que quand un gros tremblement de terre se produit, on a toujours énormément de victimes. Haïti, c'est quelques dizaines de secondes de vibration, c'est à peu près 250 000 morts, en quelques dizaines de secondes de vibration. Alors ces tremblements de terre sont pas des événements très bien connus, on les observe. D'ailleurs, toutes les sciences de la Terre ont été faites et toute l'analyse de ces tremblements de terre ont été faites sur la base d'observation. Depuis toujours, on observe la Terre, on observe des phénomènes et on essaye de donner des raisons à ces phénomènes. Et ça a commencé sur les bords de la Méditerranée depuis très très longtemps. Une petite frise rapide. Ici, on est à peu près à 4,5 milliards d'années. C'est l'âge de la Terre, à peu près. Au, Vers à peu près 300, 400 avant Jésus-Christ, au bord de la Méditerranée, il y a quelques scientifiques philosophes, toujours associés, scientifiques et philosophes, qui essayent de donner des explications aux phénomènes qu'ils observent. Et sur cette région, dans la région de la Méditerranée, il y a énormément de tremblements de terre. Il y a eu des gros tremblements de terre, notamment des tremblements de terre qui ont provoqué des tsunamis en Méditerranée, vers moins 300, moins 400 avant Jésus-Christ. Et pour la première fois, il y a Aristote qui propose une raison. Pourquoi est-ce qu'on a des tremblements de terre? Donc lui, il fait une analogie entre ce qu'on observe à l'extérieur de la Terre avec ce qui se passe à l'intérieur de la Terre, notamment sur des vents. Il observe des vents à l'extérieur et ces vents sont d'origine interne à la Terre. Et donc il y a un transfert entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur de la Terre. Donc les tremblements de terre sont liés à des grands vents qui circulent et qui provoquent des vibrations et des tremblements. Ce qui est intéressant avec cette théorie, c'est qu'elle va perdurer jusqu'au XXe siècle. C'est une théorie qui est essentielle pour les sciences de la Terre, puisque jusqu'au XXe siècle, on va continuer à parler de vent ou de feu interne qui provoquent des tremblements de terre. Sénèque reprend la théorie d'Aristote en disant bon, les vents, pour ébranler des grandes montagnes, ils sont peut-être pas assez puissants, il doit y avoir du feu à l'intérieur. Pas uniquement, et des vapeurs d'eau, pas uniquement des vents. Il y a le problème de cette vapeur humide qui, voulant sortir de la Terre, provoque des vibrations. Pendant le Moyen-Âge, il ne se passe rien. C'est le temps de l'obscurantisme. À chaque fois qu'on invente une nouvelle théorie, on est poursuivi pour hérésie ou on est brûlé sur la place publique. Donc il ne se passe pas grand-chose en termes de nouvelles théories sur les sciences de la Terre. Il faut attendre à peu près le XVIe, XVIIe siècle pour deux scientifiques,
peu importe leur nom, c'est Cassanci et puis le comte de Buffon, qui reprennent la théorie d'Aristote et de Sénèque et qui disent pour avoir ces tremblements de terre, il faut en particulier qu'il y ait des vents, qu'il y ait des circulations qui ébranlent les montagnes, mais ces circulations ne sont pas des vents, ne sont pas des vapeurs, c'est essentiellement des matières qui s'enflamment. Et là, on fait le lien avec ce qu'on observe à l'intérieur de la Terre et ce qu'on observe à l'extérieur, notamment les volcans. Pour qu'on ait des volcans, il faut qu'il y ait des grands feux internes, et ces feux s'échappent sous forme de volcans, et quand ils n'arrivent pas à s'échapper, il y a des tremblements de terre qui se produisent. Cette théorie va perdurer jusqu'à peu près au XVIIIe siècle, où là, il y a l'apparition de l'électricité qui arrive, on voit des éclairs, on entend des tonnerres, et quand il y a des tremblements de terre, on observe aussi et on entend des bruits qui se produisent. Et donc, la théorie comme quoi les tremblements de terre sont produits par de l'électricité va être reprise par beaucoup de scientifiques. Donc là, il y a Stockley en Angleterre, qui, suite à un séisme à Londres, Londres, ville où il y avait énormément de paratonnerres, il s'est rendu compte que les dommages étaient essentiellement à Londres, et il a fait un lien de cause à effet entre la présence des paratonnerres et les tremblements de terre. Cette théorie va être reprise notamment par celui qu'on appelle l'abbé électrique, qui s'appelait Pierre Bertholon à Montpellier, et qui va même proposer des paratremblements de terre sur le même principe que les paratonnerres, pour essayer de libérer les charges électriques de la Terre pour éviter des grands tremblements de terre. Il va y avoir deux séismes très importants qui vont avoir lieu. Le séisme de Lisbonne en 1755, qui va avoir lieu presque simultanément avec un séisme à Boston, de l'autre côté de la Terre, de l'océan Atlantique, en 1755. Alors Thomas Prince, lui, va reprendre cette théorie de l'électricité. Boston est une ville très moderne, avec beaucoup de paratonnerres, etc. Il fait une petite analogie et une petite analyse des différents dommages s'étant produits lors de ce tremblement de terre. Et il rappelle que ces tremblements de terre sont liés à l'électricité. Et puis, Kant, lors du séisme de 1755, va lui reprendre cette théorie des feux internes pour expliquer la grande catastrophe de Lisbonne. Cette grande catastrophe de Lisbonne, elle est très importante pour nous, puisque c'est la première fois qu'on va parler de catastrophe naturelle. Ça va ébranler beaucoup de croyances et va engendrer énormément de discussions, notamment entre, mais ça vous connaissez certainement, entre Voltaire et Rousseau. Ça, c'est Candide qui se promène à Lisbonne et qui s'émeut de toutes ces catastrophes. Ce qui est intéressant ici, c'est que Rousseau, pour la première fois, indique la responsabilité de l'homme dans cette catastrophe. Il répond à Voltaire en disant, si on n'avait pas construit là autant de bâtiments, si on n'avait pas concentré autant de personnes à Lisbonne, la catastrophe aurait été évitée. Donc c'est la première fois qu'on va parler de vulnérabilité des populations et des biens à ces catastrophes naturelles. Ce séisme est intéressant, puisque c'est la première fois qu'on va parler de catastrophes naturelles, mais on reste sur cette théorie de feu interne. Kant, lui, c'est des feux internes qui sont à l'origine de ces tremblements de terre. Et en 1900, un scientifique de Paris reprend dans un texte l'origine de ces tremblements de terre comme étant due à des circulations de fluides à l'intérieur de la Terre qui provoquent ces tremblements de terre. Donc on est toujours sur une théorie qui est très proche de celle d'Aristote à peu près 400 avant Jésus-Christ. Ces croyances vont aussi être, enfin ces croyances, en tout cas cette théorie va être aussi toujours combattue ou en tout cas mise en perspective par rapport à des croyances religieuses. Ces croyances religieuses, la fatalité, le fait que ce soit des punitions divines, on les retrouve jusqu'en 1946. On est dans le Valais suisse, donc pas très loin, juste derrière la frontière. Il y a un grand tremblement de terre qui se produit. Et évidemment, on sort la Vierge pour conjurer le sort, puisque c'est une catastrophe d'origine divine. Et puis, dans un texte, je vais essayer de lire, j'ai pas mis mes lunettes, dans un texte d'un journal local, un journaliste reprend que l'impression produite par le séisme du 25 janvier 1946 fut très forte, en particulier dans la région de Sion, Sienne, Montana. Blablabla. Il n'avait pas eu depuis 1855 un séisme historique.
de ces phénomènes. Excusez-moi, la presse répandit beaucoup d'idées fausses, absurdes même, et des diffusions d'informations sur la peur furent nombreuses. Beaucoup, enfin, virent dans ce séisme une punition divine, sans trop savoir pourquoi les innocents avaient été aussi touchés comme les coupables. Donc on est vraiment encore dans cette logique de croyance. À chaque fois qu'un tremblement de terre se produit, on ne connaît pas bien l'origine physique de ces tremblements de terre et on invoque d'autres sources. Il faut attendre à peu près le 19e siècle pour voir apparaître toute une pléiade de scientifiques, Dolomieu en France, en Europe, avec Robert Mallet, Montesius de Ballor en Amérique du Sud, Reid aux États-Unis et puis Koto au Japon, qui pour la première fois vont faire des liens entre les séismes et les failles. Ils vont observer que, suite à des grands tremblements de terre, donc c'est le tremblement de terre d'Andalousie de 1884, de Ligure de 1887, un grand séisme à San Francisco en 1906, et puis le séisme de Messine de 1908, ces scientifiques vont sur le terrain et ils essayent et ils repèrent l'origine de ces tremblements de terre par le mouvement sur des failles, ces tremblements de terre ayant atteint la surface, et ils peuvent faire ce lien entre failles et tremblements de terre. C'est la première fois que finalement l'origine de ces tremblements de terre est expliquée par un problème géologique ou un problème de glissement sur des failles. Alors il faut voir qu'on est dans un monde plutôt fixe, ce qu'on appelle l'immobilisme, et puis en parallèle de l'analyse de ces tremblements de terre, d'autres scientifiques, notamment des géographes, vont commencer à observer des similitudes sur les continents. Donc ils vont observer qu'effectivement la forme des continents se ressemble, qu'on soit en Afrique ou en Amérique du Sud, également en Inde et en Asie. Et pour la première fois, ils vont donner comme explication sur la forme de ces continents, ils vont donner une raison expliquant que les continents bougent les uns par rapport aux autres. D'accord ? Alors ça, évidemment, ils ne donnent que des origines encore une fois divine. C'est le grand déluge qui a fait se séparer les grands continents. Il n'y a pas d'origine physique pour expliquer ces mouvements, mais en particulier, ils essayent d'expliquer la forme de ces continents. Cette théorie fixiste est quand même perdure jusqu'au XXe siècle. Et puis, il faut attendre deux personnes. Alors, Alfred Wegener, ça vous devez le connaître, mais en fait, il reprend une théorie proposée par Taylor, un scientifique anglais, qui, suite à des analyses, encore une fois, de la forme de ces continents, mais également de la faune et de la flore, vont expliquer qu'à l'origine, les continents ne formaient qu'un seul continent, la Pangée, et qu'au cours des âges, ces continents se sont séparés et se sont divisés pour donner la forme actuelle de ces continents. Évidemment, cette théorie est rejetée, parce que l'explication physique expliquant ce mouvement de ces plaques n'était pas cohérente. Wegener pensait que c'était dû à la rotation de la Terre. Et on a une très mauvaise image de l'intérieur de la Terre. On ne sait pas de quoi est constitué l'intérieur de la Terre à cette époque. Donc on n'a pas d'explication pour expliquer ce mouvement de plaques les unes par rapport aux autres. Cette théorie va évoluer avec l'apparition de la sismologie. La sismologie va consister à installer des instruments et à enregistrer les ondes produites par ces tremblements de terre. On est en 1800, à peu près 1880, les premiers sismogrammes apparaissent, on installe des instruments, ces instruments enregistrent les ondes et à partir de ces ondes, on va commencer à comprendre l'intérieur de la Terre et la structure de la Terre. Donc ce sont deux personnes, Roche et Wishart. Wishart, c'est le nom d'un appareil. Il a donné son nom à un appareil. Et à partir de là, on va commencer à utiliser les ondes émises par ces tremblements de terre pour essayer de comprendre l'intérieur de la Terre. L'intérieur de la Terre, on commence à en avoir une bonne vision à partir de 1906. On commence en analysant les ondes qui se propagent, je vous présenterai un exemple après, on commence à connaître à peu près en 1906 qu'il y a une discontinuité au niveau du manteau, ici,
à peu près à 2800 km de profondeur, à peu près. On a en 1909 un scientifique qui s'appelle Mohovici qui va proposer cette discontinuité ici, la discontinuité du mot eau ici au niveau de la croûte. Gutenberg va proposer, va identifier à l'aide d'ondes particulières qui se propagent à l'intérieur de la Terre, il va identifier ce noyau externe. Et puis enfin, une scientifique danoise, en 1936, va aussi identifier l'intérieur de la Terre. Donc à partir de 1940, on a à peu près une image complète de l'intérieur de la Terre. On sait qu'il y a des enveloppes et on va commencer à travailler sur la constitution de l'intérieur de cette Terre. OMS, pour la première fois, on est en 1945, pour la première fois, il propose un modèle de circulation à l'intérieur de ces enveloppes pouvant expliquer la tectonique des plaques. On commence à parler de tectonique des plaques parce que, à ce moment-là, en 1945, on connaît l'intérieur de la Terre grâce à la sismologie et on peut donner un moteur expliquant ce mouvement des plaques les unes par rapport aux autres. À partir de là, il y a Hess qui publie un papier en 1962 dans une revue prestigieuse américaine qui, sur la base d'observations, il enregistre plein de choses au fond des océans, il va dans les grandes rides médio-océaniques, au milieu de l'Atlantique, dans les fosses le long de l'Amérique du Sud, il prend des informations et il confirme que effectivement les plaques bougent. La tectonique des plaques date d'à peu près 1962 avec une publication validée par les autres scientifiques. À partir de là, ça s'emballe un peu. En 1968, Le Pichon, un scientifique de Paris, propose un modèle global expliquant toute la tectonique, tous les mouvements de ces plaques à la surface du globe. Et puis enfin, et là la boucle est bouclée, Jacques Oliver et puis son étudiant Brian Isaacs aux États-Unis publient un papier faisant le lien entre la tectonique des plaques et les tremblements de terre. Et en fait, ils font ce lien sur la base de cette tectonique des plaques, puisqu'on a ces mouvements de plaques qui se déplacent, qui vont générer des contours, des limites entre ces plaques. Ces limites de plaques vont être très bien identifiées. Et ce qui va être très intéressant, donc avec des mouvements différents, ici on est en Amérique du Sud, avec ce contour, cette limite de plaque entre la plaque de Nazca et la plaque sud-américaine. On est dans une zone de subduction, la plaque de Nazca passe sous la plaque sud-américaine. On a des zones d'extension ici, au niveau de la ride médio-océanique, avec cette ride médio-océanique est visible au niveau de l'Islande à peu près, où là on a les plaques qui s'éloignent les unes des autres. On a des mouvements rapides, notamment de l'Inde qui rentre dans la plaque eurasienne, formant l'Himalaya, etc., etc. Toutes ces limites de plaques vont être compatibles avec le positionnement de ces tremblements de terre. Ça, ce sont tous les séismes en 2016 qui se produisent à la surface du globe. Et vous voyez que ces séismes, juste sur une année, ces séismes s'alignent finalement là où on a des contours de plaques. On a ces grands tremblements de terre le long de l'Amérique du Sud, au niveau de la zone de subduction. On voit la limite de la plaque de Nazca. On voit évidemment ici, au niveau des Kouriles et des Aléoutiennes, donc les Kouriles, ce sont petites îles ici entre l'Amérique du Nord et l'Asie. Ici, ce sont les Aléoutiennes. On voit toute la zone du Japon, la zone de l'Indonésie, toute cette ride médio-océanique. On observe, grâce à la position de ces tremblements de terre, le découpage des plaques. Donc le lien entre tectonique des plaques et tremblements de terre est avéré à partir des années 80. Donc c'est l'origine de ces tremblements de terre est enfin résolue. C'est-à-dire que c'est une science qui est relativement récente. On sait qu'on a des séismes. L'origine physique de ces tremblements de terre est connue que depuis à peu près une quarantaine d'années. Si je place l'ensemble de ces tremblements de terre, tous ces petits points correspondent à des tremblements de terre. Si je place l'ensemble de ces tremblements de terre à la surface du globe, vous voyez apparaître évidemment tous ces découpages. Alors ces découpages sont très connus. Ça, c'est les grands séismes d'Indonésie, les grands séismes du Japon, les grands séismes, je suis perdu, les grands séismes du Népal, d'Inde, de Chine, qui se produisent ici au niveau de l'Himalaya. Ce sont évidemment les grands séismes de Turquie et de Grèce. Et puis quand on se rapproche
rapproche de l'Europe et de la France, on a d'autres petites plaques, des micro-plaques, qui bougent beaucoup moins vite, hein, que les grandes plaques qu'on observe à l'échelle globale. On a des micro-plaques comme la plaque ibérique ici qui bouge de à peu près 2 cm par an par rapport à la plaque africaine. On a ici un contour de plaque qui bouge d'environ 1 mm par an entre la plaque ibérique et la plaque eurasienne, évidemment formant la chaîne de montagnes des Pyrénées, hein, c'est de la tectonique. Et puis on a cette grande faille ici, là, qui circule, qui est à peu près à 2 cm par an, qui passe au niveau de l'Italie centrale, là où toute la séquence des séismes italiens s'est produite l'été dernier. Donc le séisme d'Amatrice, de Norcia, etc. Et puis ici, on a ce contour au niveau des Alpes, les Alpes suisses et autres. Ici, on est dans une zone de subduction au niveau de la Grèce avec des grands tremblements de terre, certainement là où devaient être Platon et Aristote il y a quelques siècles. Et puis la faille nord-anatolienne qui repart par ici avec les grands séismes de Turquie. Si on trace l'ensemble des séismes sur cette fenêtre, on retrouve le positionnement de ces grandes contours de plaques qui sont à l'origine de ces tremblements de terre. Si on fait un zoom encore un petit peu plus proche, dans les Alpes, on a cette microplaque adriatique, hein, qui remonte et qui donne cette forme particulière aux Alpes. Ici, alors attendez, ici on est à Grenoble, ici à Chambéry. Là, c'est le lac de Genève. Et donc, ce mouvement de plaque, hein, comme un sandwich, quand on appuie sur un sandwich, la mayonnaise part sur les côtés. Cette plaque, en remontant ici, expulse un morceau de croûte vers l'ouest et donnant cette forme arrondie aux Alpes qu'on observe quand on regarde Google Earth ou n'importe quelle image satellite. Ici, on est à un contour de plaque, à une limite de plaque qui va générer des tremblements de terre et qui va être à l'origine de toute la sismicité qu'on va observer dans les Alpes. Alors pour enregistrer, je vous ai dit, hein, l'étude des tremblements de terre se base essentiellement sur l'observation des phénomènes, l'observation des reliefs et puis l'enregistrement des ondes émises par ces tremblements de terre. Alors le premier sismographe, mais qui n'est pas vraiment un sismographe, qui était plutôt un détecteur de vibrations, il date d'à peu près 140 avant Jésus-Christ. C'est une grosse marmite avec ici, vous voyez peut-être pas très bien, des dragons et des bouches de dragons avec une petite bille, et quand il y a une vibration qui est détectée, la bille tombe dans la bouche du crapaud et on détecte ainsi qu'une vibration s'est produite. Là, on est quelques années avant Jésus-Christ. Je vous ai dit que les premiers sismogrammes apparaissaient à la fin du 19e siècle. Ça, c'est un des vieux sismographes qui a fonctionné jusqu'en 1968. Il est à Strasbourg, à l'Observatoire des sciences de la Terre de Strasbourg. C'est une grosse masse qui fait à peu près 1 tonne et qui vibre, qui est un peu en équilibre et qui vibre à chaque fois qu'une vibration passe et on pouvait ainsi enregistrer des tremblements de terre. Évidemment, on s'est amélioré. On a fait des systèmes plus portables et plus efficaces dans les années 60. C'est l'essor de la sismologie. Et puis maintenant, les instruments qu'on a ressemblent à ça. C'est bourré d'électronique. On a des numériseurs et des capteurs qui nous permettent d'enregistrer, de transférer les données. Et c'est ce genre d'instruments qui ont été installés dans la région immédiatement après le début de l'essaim dont je vais vous parler ensuite. Alors, pourquoi est-ce qu'on enregistre ces tremblements de terre? On va faire de l'imagerie sismique, hein, comme de l'imagerie médicale. Ici, c'est un séisme qui a lieu au Japon, qui est enregistré par un instrument qui est en Allemagne. Hein, donc, c'est un petit séisme, hein, c'est une magnitude 6,5. Vous voyez des ondes qui arrivent. Là, c'est le temps. On est en minutes. Vous avez des premières ondes qui arrivent. D'autres ondes qui vont traverser la Terre et qui vont prendre de l'information à chaque fois qu'elles vont rencontrer une discontinuité ou un nouveau matériau. Elles vont prendre une information et cette information, on va pouvoir l'utiliser pour avoir une bonne image de l'intérieur de la Terre. Donc ici, c'est une représentation. Vous avez un séisme qui se produit quelque part par là et puis là, ce sont des
des stations qui sont partout à la surface du globe, qui enregistrent les ondes qui se réfléchissent. Alors il y a différents types d'ondes, hein, des ondes rapides, des ondes plus lentes, des ondes qui se propagent uniquement à la surface de la Terre et qui font plusieurs fois le tour de la Terre, ce qu'on appelle des ondes de surface, qu'on voit très bien ici. Ça, on fait de l'imagerie, comme de l'imagerie médicale. Hein. Quand on fait de l'imagerie médicale, on a un émetteur, on envoie une onde à travers le corps, et on enregistre l'onde qui a traversé le corps, et en fonction de l'information, ou en faisant la différence entre ce qu'on a émis et puis ce qu'on a enregistré, on a une image de l'intérieur de notre corps. Avec les tremblements de terre, ça va être exactement la même chose. On va utiliser ces ondes pour avoir une bonne représentation de l'intérieur de la Terre. Évidemment, ces tremblements de terre, on va vouloir les quantifier, les classer en fonction de leur importance. Donc il y a une première échelle qui va être proposée dans les années au début du XXe siècle. C'est ce qu'on appelle l'échelle Rossi-Forel. Ce sont deux scientifiques qui ont, un Français et un Italien, qui ont pour la première fois essayé de quantifier les tremblements de terre en fonction de leurs effets. Donc on va parler d'intensité des tremblements de terre. On ne regarde pas le processus qui se passe au moment de l'initiation du séisme. On ne va regarder que les effets produits par ces tremblements de terre. Alors depuis, il y a plein d'autres échelles qui ont été affinées, améliorées. Il y a une échelle, un standard européen qui s'appelle l'échelle européenne EMS 98, qui a été publiée en 1998, qui est utilisée à peu près partout en Europe et puis maintenant aussi partout dans le monde. Ce qui va être intéressant, c'est que cette échelle, on va... Alors là, vous ne voyez pas très bien, ce sont des petites imagettes hein, qui représentent finalement l'effet de ces tremblements de terre. L'échelle va partir d'un degré très faible, 1, qui est non ressenti, jusqu'à un degré 12 où on peut avoir une modification complète de la topographie. Lors des très gros tremblements de terre, le relief peut changer, les cours d'eau peuvent s'inverser, on a des phénomènes de subsidence, des phénomènes de surrection, etc. Le paysage est perturbé. On dit qu'à partir d'une intensité 6, on commence à voir apparaître des dommages aux constructions. D'accord ? Et puis évidemment, il y a une autre façon de classer les tremblements de terre. Ça a été possible uniquement avec l'arrivée des sismomètres qui ont enregistré les ondes. C'est M. Richter, qui est un scientifique américain, qui, pour la première fois, en enregistrant des tremblements de terre en Californie, a eu l'idée de ranger ces tremblements de terre en fonction du mouvement du sol qu'il générait à une certaine distance. Donc il a enregistré des tremblements de terre, il les a regardés. Cette échelle de magnitude ou magnitude locale a été calée avec une référence. C'est un séisme de magnitude 3 correspond à un mouvement d'environ 1 mm à 100 km. Donc c'est son échelle. Magnitude en anglais, hein, ça veut dire amplitude. C'est pour ça qu'il a appelé l'échelle de magnitude. Cette échelle de magnitude locale, elle a été reprise, elle a été améliorée, elle a été modifiée jusqu'à l'échelle qu'on appelle la magnitude de moment, qui est apparue dans les années 80, au début des années 80, par un scientifique très connu dans notre communauté, qui s'appelle Kanamori, où lui, il ne va pas regarder les ondes émises, il va regarder ce qui se passe au niveau de la rupture, quand le séisme se produit. Donc ça va être directement proportionnel à l'énergie rayonnée au moment de la rupture, quand un tremblement de terre se produit. Maintenant, quand vous entendez à la radio des magnitudes 7 au Japon ou au Mexique, etc., ce n'est pas la magnitude de Richter, c'est la magnitude de moment qui est évaluée. La magnitude de Richter va être utilisée uniquement localement pour les petits tremblements de terre. Hein, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi la magnitude locale. C'est une magnitude qui ne va pas représenter la taille du tremblement de terre dès que les tremblements de terre vont devenir un peu plus importants. Et donc, on va changer d'échelle pour les gros séismes. Ce qui est intéressant, c'est qu'un seul séisme ne génère qu'une seule magnitude. Hein. Un séisme ne génère qu'une seule quantité d'énergie. C'est ça ce que ça veut dire. Alors, il peut y avoir des petites différences entre les organismes, puisqu'on a des méthodes un petit peu différentes, on a des hypothèses un petit peu différentes, mais globalement, un séisme est caractérisé par une et une seule magnitude. Le plus gros séisme jamais enregistré, c'est magnitude 9,5 au Chili en 1960.
plus gros que le séisme de Tohoku, hein, de Fukushima, ou le séisme d'Indonésie. C'est un séisme énorme qui s'est produit au sud du Chili. Une magnitude -3, puisqu'on a aussi des magnitudes -3, c'est-à-dire des séismes qui, selon Richter, pour les petits événements, génèrent de l'énergie, mais une quantité d'énergie qui est beaucoup plus faible que la quantité d'énergie émise par des tremblements de terre qui a permis à Richter de développer son échelle. Donc on a aussi des petites magnitudes. Magnitude -3, c'est un séisme, entre guillemets, produit par la chute d'une masse d'1 kilogramme d'une hauteur de 30 cm. Quand vous lâchez une masse d'1 kilo de 30 cm, l'énergie, lorsque la masse tombe par terre, génère, selon M. Richter, hein, selon l'échelle de M. Richter, une magnitude de -3. Donc ne soyez pas étonnés si un jour vous entendez aussi des séismes de magnitude 0 ou des magnitudes -1. On se sert de cette magnitude pour caractériser par exemple les petits séismes qui se produisent dans les mines, puisqu'il y a plein de fractures qui se produisent dans les mines. Évidemment, ce sont des petits tremblements de terre. On utilise cette échelle. Alors la magnitude M, quelques ordres de grandeur. Une magnitude est proportionnelle à la longueur de la faille qui a rompu. Une magnitude 2, c'est une faille de 100 mètres de long qui casse à peu près. Magnitude 6, c'est une magnitude 6, pardon, c'est à peu près une faille de 10 km de long. Et puis la magnitude M est proportionnelle au glissement sur la faille qui a rompu. Magnitude 2, c'est un glissement de 0,3 cm, donc vous avez à peu près 100 mètres. Pour une magnitude 2, vous avez une faille de 100 mètres qui va bouger de environ 0,3 cm. D'accord ? Donc c'est très faible, hein. Mais ça génère une magnitude 2. La magnitude 6, c'est sur une faille de 10 km, vous avez un glissement d'à peu près 30 cm. Évidemment, le séisme le plus gros séisme du Chili, de magnitude 9,5, c'est une faille qui fait à peu près 1000 km. Donc vous imaginez une faille entre Lille et Marseille à peu près, qui va rompre et le glissement va être de plusieurs mètres. Donc c'est des événements colossaux qu'on observe très, très rarement. Alors là, on ne voit pas très bien, c'est dommage. Ces failles, le lien entre ces failles et ces tremblements de terre, on le retrouve à la surface. Ici, c'est un séisme à Taïwan, le séisme de Chichi qui s'est produit. Vous voyez ici, il y a eu un gros tremblement de terre. Vous voyez ici que la faille a bougé, il y a eu un glissement sur cette faille qui passe au milieu d'une piste d'athlétisme. Et on peut mesurer le décrochement, le glissement produit par ce tremblement de terre en surface. Ici, c'est un séisme en Turquie où vous avez un glissement plutôt coulissant, dans ce cas-là, horizontal, qui a décalé la barrière de plusieurs mètres. Ça, c'est lors du séisme d'Izmit, pardon, en Turquie. Et puis là, la faille récente lors du séisme d'Amatrice, là, dans le centre de l'Italie, mais on ne voit pas bien, je ne vais pas m'attarder. Là, vous avez une personne. Donc, on voit ici un pan de la faille qui a glissé lors de ce tremblement de terre. Ces informations vont être très intéressantes puisqu'en fonction de ces observations, on va pouvoir remonter dans le temps et on va pouvoir avoir une idée de la présence ou non de séismes passés juste en identifiant ces marqueurs qu'on peut avoir à la surface de la Terre. Le soleil se lève, donc ça va être de plus en plus palo. Ici, je vous représente l'ensemble des tremblements de terre qu'il y a connus historiques, donc basés sur les observations, sur les effets de ces tremblements de terre, qui sont comptabilisés dans une base de données française. Donc on retrouve des grands tremblements de terre ici, évidemment, dans les Alpes, dans les Pyrénées, dans le Massif central, dans le Massif armoricain. En gros, partout où on a des montagnes, on a des tremblements de terre, puisqu'on a un lien direct entre les séismes et la tectonique. Et puis ici, ce sont le catalogue de sismicité. Donc tous ces petits points que vous pourriez voir correspondent à des séismes localisés et quantifiés en termes de magnitude. Depuis 1962, 1962, c'est l'installation des premières stations sismologiques sur le territoire français. Enfin,
d'un grand nombre de stations sismologiques sur le territoire français, qui va ce réseau va nous permettre de quantifier, de détecter la plupart des séismes. Alors pourquoi on instrumente? Parce qu'on peut ainsi avoir une meilleure représentation des phénomènes se produisant à la surface de la Terre. Ici, on est dans les Alpes, ici c'est Grenoble, ça c'est à peu près, nous on est là, on est quelque part par là. C'est l'image qu'on avait de la sismicité en 1941, d'après Roté, un scientifique français. Après l'installation de stations dans les Alpes, ici on est toujours à Grenoble, on a une détection de la plupart des séismes se produisant dans les Alpes, et on voit apparaître des grandes structures, notamment des failles, hein, puisque pour qu'on ait... merci. Pour qu'on ait des séismes, il faut qu'on ait des failles. Et on voit cet alignement ici à côté de Grenoble, de petits tremblements de terre qui ont été localisés depuis que le réseau Sismalp existe et qui nous donnent confirmation de la présence d'une grande faille bordière qui longe la vallée de Grenoble, qu'on appelle la faille de Beldon. Cette faille de Beldon, si on la prolonge, elle passe quelque part par ici et elle est... c'est une faille qui est active et qui provoque des tremblements de terre de temps en temps. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Et puis on a ces grandes structures ici. Ça, c'est l'arc, ce qu'on appelle les arcs de sismicité briançonnais et piémontais. Si vous regardez ces arcs de sismicité, si vous vous rappelez de la forme des Alpes due à la tectonique, hein, on a bien cette déformation un peu circulaire des Alpes qui va générer des alignements de tremblements de terre. Et ces tremblements de terre vont nous permettre, en tout cas la détection de ces tremblements de terre, vont nous permettre premièrement de comprendre l'origine des séismes qui se produisent dans les Alpes, qui vont nous permettre aussi de savoir où ces séismes se produisent, et vont nous permettre aussi de détecter la présence de failles actives pouvant générer des séismes un petit peu plus gros que ceux qu'on a pour l'instant observés. Alors cette observation, il n'y a pas que nous qui la faisons, ça c'est suite au séisme de Kobe au Japon. Le Japon a décidé d'installer un réseau de surveillance ultra moderne sur tout le territoire. Sur tout le territoire japonais. Donc il y a à peu près 3000 stations qui tournent en permanence, qui enregistrent. Et lors du séisme de Tohoku, c'est la première fois qu'on a eu un séisme aussi bien enregistré, qui ont fait progresser considérablement la science, notamment sur l'initiation. Pourquoi un tremblement de terre démarre? C'est uniquement grâce à l'ensemble de ces données qui a permis d'améliorer la compréhension de ce phénomène. Alors en France, évidemment, on a moins de tremblements de terre, donc on a moins de stations. Ça, c'est le réseau actuel qui couvre l'ensemble du territoire. Et c'est la forme qu'il aura en 2020. Il y a un projet de modernisation. Et là, dans les Alpes, vous ne voyez pas très bien, mais on a à peu près une quarantaine de sites avec des instruments différents qui mesurent, qui enregistrent les petits tremblements de terre, qui vont enregistrer les gros tremblements de terre. Ce sont des instruments un petit peu différents, mais qui vont aussi enregistrer la déformation. On a des stations GPS, un peu pareil que vos stations GPS dans vos voitures, mais un peu plus précis et un peu plus performants, qui nous permettent de comprendre comment les Alpes se déforment. Et la déformation des Alpes nous donne une représentation de ce qui se passe à l'intérieur, et ce qui se passe à l'intérieur va contrôler ce qui se passe à l'extérieur. Et donc, la compréhension de ces processus ne se fait quasiment uniquement, par l'observation. Alors, ces stations GPS, ce sont des plots comme ça, il y en a un petit peu partout dans les Alpes, et vous voyez que quand il y a une zone de subduction, par exemple ici, vous avez ici, on est au Japon, donc je vais reprendre la vidéo, vous avez les plaques qui bougent, on a une zone de subduction, la plaque océanique qui passe sous la plaque continentale. Évidemment, on a du frottement, donc ça bloque, et puis à un moment donné, quand on dépasse un certain seuil, on a une rupture, on a un tsunami qui se produit, c'est exactement ce qui s'est produit lors du séisme de Tohoku. Et et donc ce mouvement, on peut l'identifier avec ces stations GPS. Ici, toutes ces flèches, c'est toutes les stations GPS, une partie des stations GPS du Japon, qui ont enregistré ce rebond, ce glissement lors du tremblement de terre.
la zone était bloquée, et à un moment donné, il y a eu rupture. Et donc, vous voyez ici, le Japon a bougé d'environ 14 mètres, 14 mètres vers l'ouest, dû à ce rebond, vers l'est, pardon, dû à ce rebond élastique. Donc c'est exactement la même chose que ce qu'on observe ici. Vous imaginez que cette petite île, c'est le Japon. Donc là, on est bloqué, et puis à un moment donné, on va avoir une rupture, et l'île va avancer d'un coup. On va voir. Toc. L'île avance d'un coup, dû au relâchement des contraintes et à l'initiation de cette rupture. Donc on a des mouvements horizontaux, on a des mouvements verticaux, évidemment. Ça va être très intéressant, cette observation, parce qu'on va pouvoir observer des cycles. La tectonique, c'est un moteur qui est permanent. On a tout le temps des mouvements de plaques. Donc on a tout le temps accumulation de contraintes. Et puis de temps en temps, on a des ruptures. Ici, c'est une station GPS qui est située au niveau de Vancouver, au Canada. Il y a une zone de subduction qui est très active. Et vous voyez qu'on a un mouvement GPS. De temps en temps, on a des ruptures. Un mouvement GPS, des ruptures. Un mouvement GPS, des ruptures. Un mouvement, etc., etc., etc. Et vous voyez que quand on regarde sur des longues séries temporelles, on commence à voir apparaître un cycle, ce qu'on appelle le cycle sismique, où on a une période de chargement, rupture, chargement, rupture, chargement, rupture, etc. Et toujours avec le même moteur, la tectonique des plaques, qui va contrôler le mouvement de ces plaques. Et donc, qui va contrôler l'accumulation des contraintes sur les failles, et donc le cycle d'apparition de ces tremblements de terre. Si je prends la faille de Californie, c'est la faille San Andreas, vous avez tous ces petits points correspondent à des stations GPS qui mesurent le déplacement. La faille est positionnée ici. Là, c'est la distance à la faille, en bas. Donc là, on est à peu près à 100 km, une station qui est à 100 km de la faille. Ici, vous avez une station qui est à 100 km de la faille de l'autre côté. Et puis là, vous voyez que ces deux mouvements ici de plaques, enfin ces deux positions, ces deux points de la plaque sont en mouvement. Par contre, ici, on est bloqué. Pourquoi? Parce qu'on est au niveau de la rupture. Donc vous avez les plaques qui bougent, et puis au niveau du bord de la faille, puisqu'on a du frottement, on est bloqué. Et puis à un moment donné, on aura une rupture. Donc ça, c'est ce qu'on observe systématiquement sur les grands tremblements de terre et sur les grands accidents, dès qu'on a identifié une faille très active, très marquée, qui va contrôler à peu près toute la sismicité. C'est la faille de San Andreas en Californie, la faille nord-anatolienne, au niveau de la Turquie. Ce sont des grands accidents géologiques qui contrôlent une grande partie de la sismologie. Ici, c'est la zone de subduction au niveau de l'Amérique du Sud. On est exactement dans la même configuration. On a un mouvement de plaques, c'est bloqué. Ce sont des plaques qui bougent à 10 cm par an. Et puis de temps en temps, paf, on a une rupture. Ça va casser. Voilà, donc là, ça se déforme. On a une rupture. Et immédiatement après la rupture, la tectonique continue et le chargement reprend son cycle. Et ce qui va être intéressant, c'est que si on regarde l'apparition des grands tremblements de terre, ici, c'est la latitude au niveau du Chili. Donc on a, au cours des années, ici, vous avez la position et les ruptures des grands tremblements de terre. Vous voyez que ces grands tremblements de terre, notamment au Chili, sont très cycliques. Ils reviennent toujours à peu près avec la même fréquence. Qu'on soit à cette latitude ou qu'on soit un petit peu plus haut, on a la même fréquence de tremblements de terre qui se produisent régulièrement. Donc ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir mettre en place des programmes de prévention, puisqu'on sait qu'au bout d'un certain temps, on a toujours les mêmes séismes qui reviennent à peu près. Si je regarde l'ensemble des tremblements de terre se produisant à la surface du globe, c'est un catalogue international qui nous donne ces informations. Vous voyez que si je prends depuis 1900, si je prends l'ensemble des tremblements de terre, des gros tremblements de terre jaunes, c'est des magnitudes supérieures à 7,5 à peu près, vous voyez que statistiquement, on a toujours à peu près le même nombre d'événements par an ou par dizaines d'années se produisant à la surface de la Terre. Pourquoi? Essentiellement parce que c'est la tectonique qui contrôle les mouvements des plaques. Si je prends des séismes de magnitude 6, vous voyez en bleu là, vous voyez qu'on a toujours ce même taux de sismicité relativement constant partout à la surface du globe. Si je prends des séismes de magnitude 5, on a aussi ce taux de sismicité qui est relativement constant partout à la surface du globe. Donc ça va être très intéressant pour la prévention de ces tremblements de terre. Juste
Ici, cette augmentation, c'est pas parce qu'on a plus de séismes, hein, c'est juste parce qu'on les enregistre mieux. C'est l'apparition des premiers grands instruments à la fin des années 1900. Hein. On commence à enregistrer à peu près tous les séismes de magnitude supérieure à 6 à la surface du globe. Donc notre catalogue est complet. Et puis dans les années 60, je vous ai dit en France, hein, les premières stations, le premier réseau de surveillance sismique a été installé en 1962 partout dans le monde. Dans les années 60, à cause du progrès technologique, on installe des stations un peu partout. Et donc on détecte tous les séismes de magnitude 5. Donc là, notre catalogue est complet. Vous voyez qu'on a toujours à peu près le même nombre de séismes par an. Je sais que dans le monde, j'ai un séisme de magnitude supérieure à 6 tous les 3 jours, un séisme de magnitude supérieure à 7 par mois, un séisme de magnitude supérieure à 9 tous les 10 ans. Statistiquement, bien évidemment. Si je prends la France, je compte mes séismes sur différentes périodes, ce qui va être très intéressant. Je regarde entre 1980 et 1984, ou entre 1980 et 1994, 1980 ou 2004, 1980 ou 2008. Je compte le nombre de séismes que j'ai par an. En fonction de leur magnitude, vous voyez qu'on a toujours à peu près le même nombre de séismes par an. Pourquoi? Parce que ce qui contrôle, c'est la tectonique. On a un mouvement relativement uniforme sur le territoire français. Et on peut dire qu'on a à peu près 6 séismes de magnitude supérieure à 4 par an sur le territoire français. Si je regarde dans le sud-est de la France, on a 3 séismes de magnitude supérieure à 3 par an, un séisme de magnitude supérieure à 4 tous les 3 ans, un séisme de magnitude supérieure à 5 tous les 30 ans, un séisme de magnitude supérieure à 6 tous les 300 ans. Statistiquement, bien évidemment. D'autres segments intéressants, bon, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais d'autres segments intéressants, ce sont des grandes failles, comme la faille nord-anatolienne ici en Turquie. Vous voyez qu'on a plein de segments qui ont cassé. En 1939, 1942, 1943, ce sont des grands séismes, 1944, 1951, 57, 67, 99, et il y a eu un séisme en 1912 de l'autre côté, et c'est pour ça qu'on dit qu'une des grandes zones actuelles exposées à un grand tremblement de terre à venir, et il viendra, c'est sûr, il n'y a pas de raison qu'il ne vienne pas, c'est la zone d'Istanbul, puisque là, il y a un segment qui n'a pas cassé. D'accord. Alors il y a plein d'autres zones comme ça dans le monde. Il y a Lima, on sait que c'est une zone très exposée. Il y a Damas, Damas et Beyrouth au Liban. On sait qu'il y a eu des très gros tremblements de terre. On sait que d'autres tremblements de terre vont se reproduire à cet endroit-là. Alors ces prédictions, ça marche toujours, sauf que les Américains, étant plus malins que nous tous, avait observé sur cette zone de Parkfield une séquence sismique avec des grands tremblements de terre qui se reproduisaient toujours au même endroit. Donc il y en a eu un en 1857, en 1881, 1901, 1922, 1934, et donc ils avaient tracé en gros une ligne en se disant le prochain, il va avoir lieu en 1993 à peu près, avec une petite marge d'erreur. Donc ils ont mis énormément d'instruments sur cette zone pour essayer d'enregistrer des signes précurseurs. Qu'est-ce qui se passe avant le tremblement de terre? Donc sur la zone de Parkfield, qui est une zone très connue, ils ont mis énormément de stations, des GPS, des stations accélérométriques, vélocimétriques, des extensomètres, des inclinomètres, etc. Et puis ils ont attendu, et puis 93 est passé, et le séisme a eu lieu en 2004. Donc de temps en temps, il y a des petites anomalies, parce que ça coince un peu plus, mais statistiquement, encore une fois, on a une constance des périodes de retour, en tout cas de la fréquence de ces tremblements de terre qui se produisent. Alors ce qui change, puisqu'on a toujours le même nombre de séismes par an, ce qui va changer, c'est l'exposition des biens et des personnes. Notamment avec des grandes concentrations. Ça, c'est l'augmentation de la population dans le monde. Et puis ces traits, là, c'est les grands séismes, les grandes catastrophes sismiques qui se sont produites. Ces auteurs-là, ce sont des auteurs américains qui ont publié un article en 2013, indiquent que d'ici 2100, si l'urbanisation continue à ce rythme et l'augmentation de la population continue à ce rythme, on aura à peu près 2,8 millions de victimes d'ici 2100 dues à des tremblements de terre dans le monde. On a des séquences bien connues. Téhéran, 1950, 1 million d'habitants. 2010, 10 millions d'habitants. Cette ville a été détruite en 850 avant Jésus-Christ, en 958, en 1177, en 1830. Il y a une énorme faille active
qui est très bien connu. Maintenant, si vous allez à Téhéran, vous voyez que l'urbanisation enjambe allègrement cette faille, puisqu'elle s'est étendue, elle s'est étendue, elle s'est étendue. Et donc, une des grosses catastrophes à venir, comme Istanbul, comme Damas ou Beyrouth, ça sera peut-être aussi Téhéran. Et les grosses catastrophes sont à venir. Ici, c'est une image de l'urbanisation d'Haïti. On est passé de 1950 à 3,2 millions d'habitants à 2010 à 11 millions d'habitants. Cette ville a été détruite en 1750, en 1841, et puis récemment en 2010. Mais le séisme de 2010 n'est pas exceptionnel en soi d'un point de vue sismologique. Ce sont des tremblements de terre qui se sont déjà produits. Sauf que là, la concentration des biens et des personnes, avec certainement sûrement un manque de règles, de conception, de prévention, etc., d'éducation, a fait qu'en quelques dizaines de secondes, on a eu à peu près 300 000 morts. Un petit peu moins de 300 000 morts. Alors comment faire pour s'en protéger, hein? L'aléa sismique doit être défini au mieux, bien évidemment. Il faut savoir où vont avoir lieu les tremblements de terre. Il faut savoir quel est le temps entre chaque grand séisme. Hein, donc il faut avoir des longues séquences d'observation. Et puis l'action. Ensuite, hein, on se protège pour quelle magnitude, quel mouvement du sol. Hein, c'est pas le séisme qui va générer des dommages et des pertes, c'est le mouvement du sol qui va générer. Donc tout ça, c'est tout ce qui est lié à c'est un peu une tragédie, un peu la tragédie grecque, hein, où on a une constante de lieu, de temps et d'action. Toujours, ce sont ces trois items qui doivent être connus au mieux pour essayer de se protéger du mieux possible contre les tremblements de terre. Alors, l'aléa sismique, je reprends ma frise. Hein, l'idéal, ce serait qu'on puisse installer une station sismologique pendant 10 000 ans, et puis pendant 10 000 ans, on enregistre tous les séismes se produisant, et tous les mouvements du sol. On saura ainsi que pendant 10 000 ans, on a une certaine probabilité, ou une certaine chance ou malchance, d'avoir un certain mouvement du sol qui va être dépassé, pouvant générer des dommages. Alors ça, évidemment, on ne peut pas le faire. Nous, on essaye de travailler en capitalisant le maximum d'informations. On essaye de travailler à redéfinir cette expérience, mais à partir d'informations et de modèles. Le résultat de cette expérience, c'est ce qu'on appelle une courbe d'aléa. Je reviendrai un petit peu là-dessus. Alors pour remonter dans le temps, on va utiliser ce qu'on appelle les paléoséismes. Hein. Paléoséisme, ça va nous donner à peu près une vision d'1 million d'années de sismicité. Je vous ai dit qu'on a des grands tremblements de terre, on a des marqueurs à la surface qui apparaissent. Ici, c'est une grosse rupture lors du séisme de Taïwan. Là, c'est le dernier séisme qui a eu lieu en 2014 en Nouvelle-Zélande. Un énorme tremblement de terre. Là, vous avez la taille... alors, on ne voit pas bien, mais là, vous avez quelqu'un... Hein, qui donne l'échelle à peu près. Donc ça, c'est à peu près un escarpement qui fait un peu plus de 2,50 m, qui est apparu lors de ce tremblement de terre. On a cette barrière ici, ça c'est le séisme de 1906 en Californie, qui est très connu. Et ici, le séisme du centre de l'Italie de l'été dernier. Donc là, vous avez des marqueurs de tremblements de terre s'étant produit. On connaît cette relation entre la magnitude et le glissement, la magnitude et la taille de la faille ayant rompu. Hein, je vous ai dit, on a à peu près magnitude 9, c'est un glissement d'environ 20 mètres, magnitude 9, c'est une rupture de faille d'environ 1000 km. À partir de là, on va pouvoir établir un lien entre ce qu'on observe, les ruptures qui ont été observées, les failles, les glissements qui ont été observés, et la taille de ces tremblements de terre. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des tranchées. Donc on va creuser, alors pas n'importe où, hein, on fait des tranchées là où on suspecte la présence d'une faille. Ça, ce sont les géologues qui vont nous donner ces informations à partir de relevés sur le terrain, à partir maintenant aussi d'imagerie satellite, etc. On va avoir une information sur la présence potentielle d'une faille. On va creuser, faire une tranchée, ici, verticale. Pour information, là c'est un petit marteau de géologue qui donne l'échelle. Et on va voir apparaître la présence d'un marqueur d'une rupture s'étant produite il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Évidemment, c'est exactement les mêmes
marqueurs que ceux que je vous ai montrés précédemment, sauf que depuis plusieurs milliers d'années, vous avez eu de l'érosion, du remplissage qui est venu recouvrir tous ces phénomènes, tous ces marqueurs. À partir de là, on a le glissement. On peut repérer, si on fait plusieurs tranchées le long d'une faille hypothétique, vous pouvez avoir une idée de l'extension de la rupture, et donc vous pouvez remonter à la magnitude d'un séisme, d'un paléoséisme s'étant produit il y a plusieurs milliers d'années, voire dizaines de milliers d'années. Ça, c'est un séisme qui a été identifié dans la vallée du Rhône, qui correspond à un séisme de magnitude 6,5 à peu près, hein, avec des erreurs bien évidemment, mais qui est très important. C'est un travail qui a été fait par l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, parce que dans la vallée du Rhône, on a évidemment pas mal d'infrastructures nucléaires qui sont exposées éventuellement à des tremblements de terre. Donc là, à partir de là, on peut avoir une idée des grands tremblements de terre qui se sont produits il y a très très longtemps. On va remonter un petit peu de façon historique. Je vous rappelle, nous, il nous faut, on souhaite, notre expérience, c'est mettre un accéléromètre, un sismomètre et enregistrer tous les séismes pendant plusieurs milliers d'années. On va remonter un petit peu moins loin, à peu près dans 1000 ans de sismicité. Donc 1000 ans de sismicité, qu'est-ce qu'on va faire? Ce sont les historiens qui travaillent beaucoup là-dessus. Ils vont collecter des témoignages, des documents historiques, et ils vont essayer de repérer dans ces documents des informations identifiant des grands phénomènes sismiques. Évidemment, ce ne sont pas les petits séismes qui vont être relatés, c'est essentiellement les grands tremblements de terre, notamment celui de 1356 à Bâle, donc à la frontière entre la Suisse et la France. Un texte historique qui a été remis, c'était écrit pas en aussi beau français. Voilà, avant Vêpres, il y a eu à Bâle et dans ses environs, jusqu'à une distance de 2000, un tremblement de terre qui provoqua la chute de nombreux bâtiments, églises et châteaux, et la mort de nombreuses personnes. Les secousses se poursuivent dans la même journée et la nuit suivante, avec une violence telle que les habitants fuient la ville. Donc ça, c'est le choc principal, plus toutes les répliques qui se produisent immédiatement après un tremblement de terre. Même les sœurs, à tel point, on est en 1356, même les sœurs cloîtrées se rendirent dans un jardin et restèrent là de nombreux jours sous des cabanes avec de nombreuses autres personnes des deux sexes, et une fois retournées chez elles, vécurent encore longtemps dans la grange avant de réintégrer leur cloître. Donc c'est certainement une des plus grosses catastrophes de l'Europe de l'Ouest, catastrophe sismique, avec une zone très très grande qui a été touchée. À partir de ces informations, les bâtiments endommagés, le type de secousse, la quantité de répliques, etc., on peut avoir une idée de l'intensité, pas de la magnitude, mais de l'intensité produite par ce tremblement de terre. Ici, c'est un autre exemple, à Ambert, dans le Massif central. Si vous y allez, vous voyez que lorsque la terre si forte trembloie et que le monde en date comptois, 1477 se porte assis comme en soi. Donc là, immédiatement après le séisme, un séisme historique de la ville d'Ambert, le clocher avait été endommagé, il a été reconstruit. Donc on a plein d'informations sur la présence de séismes passés. C'est le séisme le plus connu en France, en tout cas celui qui a donné le plus de documents historiques, c'est le séisme de Lambesc, 1909, qui se situe vers Aix-en-Provence. À l'époque, on faisait des cartes postales pour relater les catastrophes. On mettait bon baiser de Lambesc avec des dommages derrière. Ce sont des images qu'on retrouve quand on va sur les sites des séismes italiens. On retrouve exactement le même type de dommages. Ce sont les bâtiments en maçonnerie avec des murs qui ne résistent pas, hors plan, qui s'effondrent. Ce sont des toitures, ce sont des cheminées, etc., etc. À partir de là, et parce que ce séisme a été particulièrement bien documenté par un militaire qui a fait, immédiatement après ce séisme, qui a fait l'inventaire dans toutes les communes de tous les dommages observés, on a une très bonne représentation de l'intensité macrosismique, ce qu'on appelle l'intensité macrosismique d'un tremblement de terre, qui s'est produit quelque part vers Lambesc en 1909. Alors, tous ces séismes historiques, ils sont recensés dans une base de données française, la base SIS-France. Quelques séismes très importants, le séisme de Bâle de 1356, je vous en ai déjà parlé, le séisme de Lambesc, ici, en 1909, un séisme en 1428, le séisme de Catalogne ou de la Chandeleur. En fait, il y a eu une séquence de 2 séismes très importants qui ont produit pas mal de dommages. Le séisme du Valais de 1855, juste de l'autre côté de la frontière, au niveau de pas très loin de Vallorcine. Le séisme de Ligure en 1887 avec une dizaine de morts. Le séisme de Lambesc ayant provoqué à peu près 42 victimes lors de ce tremblement de terre.
Alors depuis, on continue à faire ces intensités macrosismiques, parce que ça nous permet de faire le lien entre les séismes du passé et les séismes récents. Ça, c'est le séisme de Chamonix en 1905, une zone. Alors là, vous avez le lac de Genève. Le séisme était au niveau de Valorcine, pas très loin de Valorcine, pour ceux qui connaissent, au col de. Je me souviens plus du nom du col, mais peu importe. À la frontière entre la France et la Suisse, avec une zone jusque dans l'Ain, jusqu'à Lyon, qui a été pas mal impactée. Plus récemment, le séisme de Corançon à côté de Grenoble en 1962, avec pas mal de dommages, pas de victimes, mais pas mal de dommages dans le Vercors. Zone qui est devenue depuis très touristique. Et puis, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, le séisme d'Épagny de 1996, qui est un petit séisme en termes de magnitude. Il était autour de 4,8. Par contre, il a fait pas mal de dommages. On évalue à peu près à 50 millions d'euros de dommages provoqués par ce séisme. Et puis maintenant, on a 70 ans de sismicité instrumentale, depuis qu'on a installé des stations sismologiques sur le territoire français. Donc ça, c'est une des premières stations qui était à Paris, à l'Observatoire du Parc de Saint-Maur. Il y avait 2 observatoires historiques en France, un à Paris et l'autre à Strasbourg. Et c'est le premier enregistrement, un des premiers enregistrements significatifs enregistrés, le séisme de 1909 à Lambesc, enregistré à Paris. Grâce à ce sismomètre Vischer dont je vous ai parlé, qui faisait à peu près 1 tonne et qui permettait d'enregistrer des vibrations. Ça, c'est l'image qu'on a actuellement de la sismicité instrumentale. Chaque point correspond à un séisme. La taille correspond à la magnitude, est proportionnelle à la magnitude. Et évidemment, dans les Alpes, je vous ai montré déjà cette carte, avec des alignements qui apparaissent, qui nous donnent des informations sur la présence de failles actives. Ce qui va être très intéressant, c'est que quand on va mettre l'ensemble de ces informations, donc les données instrumentales sur cette courbe, en fonction de la magnitude, c'est le nombre de séismes par an pour chaque magnitude. On va prendre les séismes historiques et puis les séismes, les paléoséismes, c'est-à-dire les plus gros, ceux qui ont laissé des traces en surface. On va pouvoir obtenir cette courbe, ce qu'on appelle une courbe d'occurrence annuelle des tremblements de terre, qui va nous dire qu'à magnitude 5, on en a à peu près 10 par an. Dans cette courbe. Pardon, on en a à peu près un tous les 10 ans. Excusez-moi. Donc ça nous donne ce qu'on appelle un taux d'occurrence annuel des tremblements de terre. Je sais maintenant, si j'ai bien étudié ma zone, je sais à peu près quel est le nombre de fois où je vais avoir par an, le nombre de fois où je vais avoir un séisme de magnitude 4, de magnitude 5, de magnitude 6, etc. Évidemment, ce n'est pas les tremblements de terre qui vont nous intéresser, c'est plutôt le mouvement du sol qu'ils vont générer et contre lesquels on va devoir se protéger. Donc ce mouvement du sol, il est très compliqué parce que ici vous avez le mouvement du sol qui, en fonction de la distance, pour un séisme donné, on sait que ce mouvement du sol s'atténue avec la distance. Heureusement, plus on s'éloigne du tremblement de terre et plus les ondes s'atténuent. Heureusement. Alors le mouvement du sol, faut bien imaginer que c'est quelque chose d'énorme et qui reflète le passage des ondes à la surface de la Terre. Donc ça, c'est le séisme, une vidéo du séisme du Népal. Vous allez voir le passage d'une première onde et puis le passage d'une deuxième onde qui arrive. Donc là, ce sont des sismomètres. Ce sont des instruments qui enregistrent ce mouvement. Et nous, ce qui va nous intéresser, notamment pour se protéger contre la rupture, c'est de pouvoir identifier le mouvement maximal que le tremblement de terre va pouvoir générer dans la zone où je vais vouloir construire. Alors ce mouvement du sol, il est compliqué parce que vous allez avoir 2 séismes identiques situés au même endroit, enfin a priori identiques, situés au même endroit, qui ne vont pas générer le même type de mouvement du sol à la même distance. Ici, c'est un exemple, un autre essaim sismique qui est dans l'Ubaye. On a eu 2 séismes. Donc là, on est au niveau de Barcelonnette.
pour ceux qui connaissent. Donc ça, c'est un essaim historique, cet essaim a migré. Ça, c'est un essaim un peu plus récent, qui a généré en 2012 un séisme de magnitude 4.1 et en 2014 un séisme de magnitude 4.4. Ce qui va être étonnant, si je trace en fonction de la distance, d'accord, le mouvement du sol enregistré, l'amplitude de ce mouvement du sol, qui va être exprimé en accélération du mouvement du sol, mais ça, peu importe, on peut l'exprimer avec d'autres paramètres. Mais si je regarde à la même distance, vous voyez que ici ce sont des stations qui sont localisées à Grenoble, en rouge, et en vert, vous voyez peut-être pas très bien, mais ce sont des stations qui sont localisées à Nice. À la même distance, le séisme était à peu près à 100 km de Nice et à 100 km de Grenoble. Vous voyez qu'on a un mouvement du sol, pour le même tremblement de terre, qui peut passer de à peu près 10-1 à 10 puissance 1. D'accord ? Donc on a une très grande variabilité du mouvement du sol. Alors ça, d'un point de vue réglementaire, ça va être compliqué, parce que si je peux repérer mes séismes, je peux repérer mes failles, je peux connaître le taux d'occurrence de ces magnitudes, je vais devoir donner un mouvement du sol contre lequel on va devoir se protéger. Et ce mouvement du sol va générer des efforts dans les constructions, et donc le dimensionnement de ces constructions va dépendre de ce mouvement du sol généré par ce tremblement de terre. Et donc, c'est pour ça qu'il y a énormément de travaux qui sont faits pour essayer d'améliorer la prédiction du mouvement du sol pour un séisme et une distance donnée. Je ne rentrerai pas plus dans le détail, mais c'est un des enjeux actuels de la sismologie en Europe et dans le monde, être capable, quand on a identifié nos failles, quand on a identifié l'occurrence des grands tremblements de terre, être capable de prédire le mouvement du sol contre lequel on va se protéger. Ce mouvement du sol est le paramètre qu'on va rentrer dans les codes de dimensionnement, dans la réglementation parasismique française. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être capable de l'évaluer de façon la plus juste possible. Évidemment, ce mouvement du sol, parfois, il génère des comportements un petit peu étranges. Un exemple très connu, le séisme de Mexico en 1985. Ici, sur cette image de Mexico, vous voyez qu'il y a des bâtiments qui ont très bien tenu et puis des bâtiments qui se sont complètement écroulés. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction des bâtiments, en fonction du mouvement du sol et en fonction des bâtiments, les dommages ne vont pas être les mêmes. Si je prends deux bâtiments différents, de hauteurs différentes, pour un séisme donné ou une vibration donnée, vous voyez que vous avez une vibration très importante pour un bâtiment et puis l'autre bâtiment, il ne vibre pas beaucoup. Et puis si je change mon onde, si je change mon mouvement du sol, vous voyez que c'est l'autre bâtiment qui se met à vibrer. Donc là, on va avoir des phénomènes, ce qu'on appelle des phénomènes de résonance, qui vont être dus finalement à la nature des ondes arrivant dans notre secteur et à la réponse des bâtiments à une sollicitation sismique. Donc ces petites vidéos, elles sont fournies par un professeur de l'université, Gérald Divin, qui fait énormément de représentations sous forme de maquettes, de processus qui sont assez compliqués, mais il les représente de façon très simple. Vous pouvez en retrouver sur son site web, elles sont disponibles pour la plupart. Alors ces mouvements du sol, en plus, ils peuvent être perturbés par le remplissage, par les formations géologiques. Ici, c'est la vallée de Grenoble. Ah, j'aurais pu arrêter, mais je ne sais pas comment on fait. Je recommence. Donc vous avez la vallée de Grenoble ici. On simule un séisme sur la faille de Beldon. Et vous voyez les ondes qui se propagent à l'intérieur de la vallée de Grenoble. Ici, vous avez le massif de Beldon, Chartreuse, Vercors. Et vous voyez que les ondes, quand elles rentrent dans ce remplissage, dans cette vallée alpine, elles vont être piégées, elles vont être amplifiées, et toute l'énergie sismique va se focaliser à l'intérieur du bassin. Ça, c'est ce qu'on appelle les effets de site. C'est ce qui s'est produit à Mexico en 1985, où quelques bâtiments ont été endommagés. Les bâtiments ayant entre 10 et 15 étages ont été endommagés. Ceux qui étaient en dessous n'ont pas été endommagés. Ceux qui étaient à plus de 15 étages n'ont pas été endommagés. Et là, vous voyez que toutes les ondes dans le massif rocheux sont parties. La vibration est passée. Alors que là, dans le bassin de Grenoble, du fait de ce remplissage sédimentaire, de ces vallées alpines qu'on retrouve partout dans les Alpes. La vallée de la Maurienne, c'est une très belle vallée alpine. Vous voyez, c'est un ancien lac qui s'est comblé et qui est rempli de matériaux relativement mous qui vont résonner quand les ondes vont se produire. Ce qu'on ne saura sans doute jamais faire, c'est donner l'heure et la date du prochain séisme. Et de toute façon, les scientifiques s'accordent pour dire de toute façon pourquoi faire.
hein. Une fois qu'on a donné l'heure et la date du prochain séisme, on a du mal à gérer la gestion de cette information. Il y a eu des expériences qui ont été faites, notamment en Chine, qui n'ont pas été toutes conclues par un succès. Identifier toutes les failles pouvant produire un séisme. On se rend compte que les derniers grands séismes qui se sont produits, alors des séismes modérés, hein, c'est-à-dire des magnitudes entre 6, 5 et 7, le séisme de Christchurch en Nouvelle-Zélande, le séisme de l'Aquila en Italie, de Napa Valley en Californie. Alors qu'on est sur des régions où on a des grandes failles actives identifiées, les séismes se sont produits sur des petites failles périphériques. Et notamment le séisme de Christchurch et le séisme de Napa Valley. Le séisme de Napa Valley ne s'est pas produit sur la faille San Andreas. Le séisme de Christchurch ne s'est pas produit sur la grande faille alpine qui traverse toute la Nouvelle-Zélande, mais sur des petites failles annexes qui ont généré des magnitudes 6,5, qui ont provoqué pas mal de victimes et de dommages. On ne pourra sans doute jamais identifier toutes les failles pouvant produire un tremblement de terre. Estimer précisément le séisme maximal possible, ça va être aussi très compliqué. Et puis être certain de la conception des bâtiments, hein. On a la problématique du bâti historique qui a été construit avant l'application de règles, et puis est déjà existant, mais également des bâtiments deux bâtiments qui vont être construits de la même façon vont se comporter de façon un petit peu différente selon les tremblements de terre. Donc ce qu'on va faire, et c'est ce qu'on fait, hein, c'est la réglementation, on va probabiliser les aléas naturels. Alors je vais vous donner un exemple de la crue centenale, parce que crue centenale, ça parle un petit peu plus que le séisme 475-énal, qui ne va pas vous parler beaucoup. Mais la crue centenale, finalement, c'est une approche probabiliste de l'évaluation de l'aléa de crue. Dans ce cas-là, ce n'est pas la magnitude qui va nous intéresser, c'est la hauteur d'eau ou le débit. On va probabiliser. La probabilité, c'est un nombre entre 0 et 1. On l'exprime comme la probabilité est 0,2 ou alors comme un pourcentage. Il y a 20% de chances que, ou un rapport. Le rapport est de 1/5. Hein, ça veut dire exactement la même chose. On va appliquer un modèle probabiliste pour définir une période d'occurrence, une période de retour de ces tremblements de terre. La crue centenale, c'est un événement qui a une période de retour de 100 ans. Voilà, sa probabilité d'apparition en termes de débit ou de hauteur d'eau chaque année est donc de 1 sur 100. D'accord ? Ce n'est pas un événement qui a 100% de chance de se produire sur un siècle. Ce n'est pas ça. C'est un événement qui a une période de retour de 100 ans qui correspond à une probabilité d'apparition de 1 sur 100 par an. Si je prends mon modèle de probabilité, c'est un modèle poissonien, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce modèle, la base de ce modèle, c'est de dire que tous les événements sont indépendants. Ce n'est pas parce que j'ai eu une crue une journée que je n'en aurai pas une le lendemain. Ce n'est pas parce que j'ai eu un séisme une journée que je n'en aurai pas le lendemain. Donc c'est un modèle probabiliste. Qui est défini comme ça, T c'est la période de retour, donc la crue centenale c'est 100. Et puis je vais regarder la durée d'observation. Si je prends sur un an, la probabilité sur un an, si j'applique cette formule, je trouve 0,01. D'accord ? Donc on a 0,99. On a 99% de chances qu'elle ne se produise pas sur un an. Par contre, la probabilité d'occurrence que la crue centenale par siècle se produise vaut 0,163. Ça, c'est le résultat juste de ce modèle qui nous donne l'indépendance des événements les uns par rapport aux autres. Donc il y a 37% qu'elles ne se produisent pas. La crue centenale, sur un siècle, a 63% de chances de se produire. Elle a 37% de chances de ne pas se produire. Ce n'est pas parce qu'au bout de 100 ans, on n'a pas vu la crue arriver que les experts se sont trompés. Non. La crue centenale veut dire qu'on a une période de retour de 100 ans qui a 63% de chances de se produire. Pour les séismes, on va faire exactement la même chose. On capitalise l'ensemble des séismes, on regarde leur nombre en fonction de la magnitude par an, hein, ces courbes que je vous ai montrées, en capitalisant les informations géologiques, les informations de paléoséisme, de séisme historique, de séisme récent, et on va définir une probabilité d'occurrence d'un mouvement du sol généré par ces tremblements de terre. Derrière, il y a pas mal d'incertitudes, bien évidemment. Mais ces incertitudes, on essaye de les reproduire par le modèle probabiliste. La réglementation française nous dit donc qu'on va considérer un événement qui a une période de retour de 475 ans.
Alors 475 ans, on peut se demander pourquoi. C'est un standard au niveau international. Et 475 ans nous dit qu'on a une probabilité de 10% que ce séisme se produise sur les 50 prochaines années. Donc je construis ma maison. Les 50 prochaines années, ma maison a 10% de chance de supporter ce mouvement du sol. Et ce mouvement du sol, ça va être le mouvement du sol contre lequel on va devoir se protéger. Ce mouvement du sol et cette période de retour, elle n'est pas donnée par les scientifiques. Ça, ce sont les autorités qui définissent à la fois la probabilité et la durée. La durée, c'est pour une durée de vie standard d'un bâtiment. Je construis pour 50 ans. Je veux que pendant 50 ans, ma construction soit sûre vis-à-vis des tremblements de terre. Évidemment, si je construis une centrale nucléaire, je vais mettre une protection beaucoup plus importante. Et je vais considérer une période de retour d'environ 2450 ans. 2450 ans, ça veut dire qu'on va aller chercher des événements qui sont plus gros, qui peuvent se produire beaucoup moins fréquemment, mais dont les conséquences peuvent être considérables. Et donc, on va se protéger contre un événement beaucoup plus important que si je construis une maison individuelle. Donc ça, ce sont les autorités qui nous donnent, qui définissent cette règle, hein, c'est le risque accepté ou toléré, hein, c'est 10%. On ne se protège pas contre un risque nul, on prend un certain risque, et pendant 50 ans. Donc je vais construire un bâtiment neuf, pour 50 ans, il va avoir 10% de chance de subir un tremblement de terre. Ce tremblement de terre qui va générer un mouvement du sol, ce mouvement du sol, je vais devoir l'intégrer dans le dimensionnement de mes constructions. Évidemment, on retrouve toutes les zones françaises, alors les Antilles, bien évidemment, mais également partout là où on avait des tremblements de terre, dans les Pyrénées, dans les Alpes, dans le sud-est, dans le fossé rhénan avec le séisme de Bâle, hein, qui est quelque part par là, ici le Massif central, le Massif armoricain, etc., etc. Pour construire ces bâtiments, on va se devoir mettre en œuvre quelques règles, quelques principes de base. Ça, c'est ce qui se passe quand un séisme se produit, hein. C'est un bâtiment, donc c'est un laboratoire au Portugal. Je vais reprendre. C'est un laboratoire au Portugal qui teste sur des tables vibrantes la construction de bâtiments en maçonnerie. Et donc vous voyez, quand le bâtiment n'est pas suffisamment résistant, on a un effondrement très rapide, hein, de la construction. Cet effondrement va générer des pertes, va générer des coûts considérables. Alors, construire parasismique, de façon, c'est très compliqué, mais de façon un petit peu générale, c'est apporter des éléments qui empêchent les dommages, donc c'est-à-dire mettre des éléments qui soient résistants. Là, vous avez le séisme de Lambesc, là, vous avez aussi le séisme de Lambesc. Ça, c'est le séisme d'Emilia Romagna dans le nord de l'Italie, qui s'est produit il n'y a pas très longtemps. Vous voyez que là, lors de la secousse, vous avez des parements entiers qui se sont effondrés. Ici aussi, vous avez des parements entiers qui se sont effondrés. Construire parasismique, c'est empêcher que ces parements s'effondrent avec des chaînages, avec des toitures peut-être un peu plus légères. Là, certainement une toiture un peu lourde qui a fait qu'on a eu cet endommagement. Et puis évidemment dans les deux directions, puisqu'un séisme se produit arrive de toutes les directions. C'est intégrer l'environnement dans le dimensionnement. Là, vous avez deux bâtiments qui sont l'un à côté de l'autre, qui se sont entrechoqués. Donc évidemment, quand vous allez dans les grands pays sismiques, vous voyez sur les alignements de rues, vous avez des grandes séparations entre les bâtiments, notamment à Taïwan, suite au séisme de Chichi, où ils ont reconstruit avec des séparations très fortes, puisque les bâtiments s'étaient pas mal entrechoqués. Vous avez des vibrations qui sont suffisantes pour que les bâtiments s'entrechoquent. Évidemment, les éléments non structuraux qui doivent être résistants. Alors ça va nous intéresser dans notre pays, puisqu'on va avoir des petits séismes. Ça, c'est le séisme d'Annecy, hein, magnitude 4,8. Beaucoup de cheminées se sont effondrées dans la rue, des parapets, des balcons, etc. Ça, c'est à Christchurch en Nouvelle-Zélande, où la cheminée est passée à travers les deux étages de cette maison, hein. Donc ça crée des dommages. C'est pas considérable comme dommage, mais c'est des dommages qui peuvent avoir des conséquences très importantes. Et puis là, ce sont d'autres événements où des parements préfabriqués se sont complètement détachés
sans les protéger. Évidemment, c'est pas si évident que ça, hein. Ça, c'est un séisme en Équateur, c'est un séisme au Népal. On n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi un bâtiment s'effondre et puis les autres restent debout. Ici, vous aviez toute une zone. Ce bâtiment s'est effondré. Si vous regardez les autres bâtiments qui sont à l'extérieur, qui sont à la périphérie, ils ont tenu. On se demande bien pourquoi ils ont tenu. Hein, puisque, a priori, en les regardant, on aurait pu suspecter, et notamment c'est très clair ici en Équateur, où vous avez ce bâtiment qui est vraiment, qui semble très similaire à celui-là. Il a tenu. On a une très grosse hétérogénéité. C'est très compliqué d'avoir une bonne représentation des dommages probables lors d'un tremblement de terre, en particulier pour tous ces bâtiments existants qui ont été construits avant l'application des règles. Alors évidemment, la Maurienne s'est mise à trembler. Hein. Revenons à notre affaire. Ici, ce sont tous les séismes depuis qu'on fait la surveillance des Alpes. Vous avez la vallée de la Maurienne qui est là. Hein. Donc on a commencé à s'intéresser... donc les Alpes sont surveillées par des stations sismologiques depuis 1989. On est à peu près certain de détecter tous les séismes de magnitude supérieure à 1 partout dans les Alpes, à peu près de magnitude supérieure à 1. Et donc, tous ces petits points, c'est au cours du temps les séismes qui se produisent dans le secteur. Donc, on est dans les Alpes, hein, on a des tremblements de terre, hein, rien d'anormal, on est dans les Alpes. On a une grosse déformation tectonique, on a des tremblements de terre qui se produisent. Et puis, on s'est rendu compte en 2015 qu'il y avait une petite accélération. Donc là, on est en 2011. On va passer en 2012. En 2015, on a commencé à voir apparaître une petite augmentation du nombre de séismes dans le secteur, quelque part par là. Et puis, à partir de là, on a vu une augmentation du nombre de séismes avec un essaim qui s'est développé pendant plusieurs mois et qui est toujours actif. On appelle un essaim, hein, c'est une concentration en temps et en espace de tremblements de terre, comme un essaim d'abeilles. Hein, qui se déplacent. Là, c'est exactement le même principe. On voit apparaître à un moment donné une augmentation de la sismicité très localisée en temps et en espace. Alors, où est-ce qu'on se situe? On est dans les Alpes, hein, je vous ai dit, on a cette grande déformation. Ici, là, j'ai mis Montgellafray. Donc c'est le secteur qui est... C'est pas Argentine, hein, je suis désolé. C'est Montgellafray, c'est pas très loin. Là, on a Grenoble, la vallée du Grésivaudan, Chambéry qui est quelque part par là. Et donc là, on rentre dans la vallée de la Maurienne. Donc on est vraiment à la périphérie de cette déformation alpine. On est au niveau du massif de Beldon. Nous, d'un point de vue géologique, hein, c'est le massif de Beldon. Il y a quelques géologues qui sont dans la salle qui pourront vous expliquer beaucoup mieux que moi l'ensemble de la géologie des Alpes. Mais il faut savoir qu'on est vraiment sur la bordure externe de cette déformation alpine, avec des grands accidents majeurs que je vais vous montrer ici. Donc là, on est au niveau de Grenoble. On a cette grande faille de Beldon dont je vous ai parlé, hein, avec tous ces petits points, ce sont des tremblements de terre. Les symboles rouges, là, c'est une façon de représenter la faille qui a cassé. C'est un truc de sismologue. Je ne reviendrai pas trop sur le détail, juste un petit peu après. Mais on voit très bien cette grande faille de Beldon qui se poursuit jusqu'à l'entrée de la vallée de la Maurienne. D'accord ? Nous, on est quelque part par là. Donc, on a cette grande faille active. On sait qu'elle est active. On sait qu'elle glisse. Elle est en coulissage, c'est-à-dire qu'il y a un bord qui bouge par rapport à l'autre. Elle n'est pas en compression, elle est plutôt en coulissage, due à cette déformation des Alpes qu'on a. Dans le secteur, donc ici on est à Grenoble, tous ces points correspondent avec ces dates correspondent à des séismes historiques. Là c'est le 1905 de Chamonix. Vous voyez que dans notre secteur, il y a eu un séisme un petit peu historique en 1881, un séisme qui a été un petit peu ressenti dans la région, mais que c'était un séisme d'intensité 6, hein, donc pas énorme, hein, c'est pas un très gros tremblement de terre. Et vous voyez que c'est quand même un secteur qui est relativement calme en termes de sismicité. Des collègues géologues sont allés sur le terrain pour essayer d'identifier ces failles. Donc il y a cette faille de Beldon ici qui est orientée nord 60 à peu près. Donc elle est là, en vert, on la voit pas très bien. Hein. Donc là c'est la vallée de la Maurienne. Elle est là en vert. Et puis ils ont repéré une faille secondaire, une faille orientée nord 120 qui est dans cette direction et sur laquelle l'essaim s'est aligné. Donc il faut imaginer, hein, vous avez une rupture, une déformation
comme ça, une rotation. Vous imaginez que vous êtes à l'extérieur des Alpes, à l'extrado, vous allez avoir des déchirures perpendiculaires à l'extrado, des déchirures en extension. D'accord ? Si je prends de la pâte à modeler ou une éponge mouillée, je la tords, on va être en extension à l'extrado, en compression à l'intrado, de la déformation, et donc ici on est en extension. Si on regarde cette faille, ici, on est vraiment sur une forme perpendiculaire à la déformation des Alpes, hein, qui est quelque part par là. D'accord ? Si je regarde, je peux le remettre un petit peu vite fait, si je regarde sur Google Earth, on a un gros décalage hein, entre ces deux massifs. S'il y a du décalage, c'est qu'il y a forcément eu de la tectonique à un moment donné. Et on a ces failles qui sont orientées nord 120, qu'on retrouve un petit peu partout, tout le long de la bordure externe des Alpes à cet endroit-là. Si je prends, donc immédiatement après le secteur, on est venu installer, après le démarrage de l'Essin, on est venu installer des stations sismologiques supplémentaires. On a plein de stations dans les Alpes, donc ça nous a permis de détecter globalement l'apparition de cet Essin. Tous ces points correspondent à des stations sismologiques. La plus proche permanente, c'est la station qui est à Modane et la station qui est à La Léchère, de l'autre côté de la montagne. Ici, on est venu installer très rapidement des stations autour de la zone épicentrale pour essayer d'affiner la localisation et la détection de ces événements. Donc on a mis une station à Argentine, à Épierre, La Chapelle, Montgé-la-Fraye, Montémont et à Saint-François-Longchamp, l'Essin étant situé quelque part par là. En densifiant un petit peu ce réseau, ça va nous permettre de mieux détecter et de mieux localiser nos tremblements de terre. Le nombre de séismes qui ont été détectés hein, depuis juillet 2015, j'ai mis ici juillet 2015, on a eu une première petite augmentation en 2016. On a vu apparaître un nombre de tremblements de terre un petit peu plus important. Puis vous voyez que quand même cette sismicité, elle a augmenté. Et puis à partir de juillet 2017, on a eu pas mal d'augmentation de cette sismicité. Le nombre de ces événements est en train de décroître depuis à peu près décembre. Depuis à peu près décembre. Le nombre journalier de ces tremblements de terre est en train de descendre. Ici, vous avez à peu près le maximum, hein, sur un secteur très court, on a eu à peu près 220 tremblements de terre qui se sont produits en presque une dizaine de jours. Alors ce sont tous les séismes de magnitude supérieure à 0,9, ce sont tous les séismes qu'on a réussi à détecter dans le secteur. Si je reprends l'orientation, on a eu quelques séismes importants, le séisme notamment du 27 octobre, hein, qui est le plus gros, magnitude 3,7, qui a eu lieu ici. On a eu à peu près 5 séismes de magnitude supérieure à 3. Si je trace mon petit diagramme, exactement comme les diagrammes rouges que je vous ai montrés sur la carte de la faille de Beldon, hein, donc c'est une façon de représenter la position et l'orientation des failles. On voit que cette orientation est bien comme ça. Pour ce séisme de magnitude 3,7, elle est bien comme ça. Et puis plusieurs marqueurs, plusieurs indicateurs nous montrent qu'elle est bien en extension. Donc c'est bien une faille qui est à l'extrado. Quand je tords ma plaque, quand je tords les Alpes, à l'extrado, j'ai extension. Et donc j'ai des failles normales qui viennent rompre. Et donc tous ces tremblements de terre se situent sur cette faille normale. Tous les petits points correspondent en fonction de la magnitude. Là on est à 3, là on est à 4, on est à 3,5 et 3. C'est en fonction de la magnitude tous les séismes qui ont été détectés par notre réseau. Évidemment, souvent on dit qu'on commence à ressentir un séisme à partir de la magnitude 3. Ça c'est quand il n'y en a qu'un seul. Évidemment, quand vous avez plein de séismes qui s'accumulent, les gens deviennent beaucoup plus à l'écoute et en veille. Et ils sont capables, on a eu des témoignages de gens qui ont détecté des séismes de magnitude 1,5. C'est quasiment impossible d'habitude. Mais parce que les gens sont un peu en veille et à l'écoute de ce qui se passe, ils ressentent plein de choses. Et ils viennent témoigner sur notre site. Donc ça, c'est le nombre cumulé des tremblements de terre depuis le 1er juillet 2017. Donc vous voyez, on a une petite augmentation en août, et puis après 2017, et après on a une grosse augmentation avec beaucoup de tremblements de terre. Ce saut ici,
Hein, c'est représenté en termes d'énergie libérée, correspond au grand séisme. Hein, ça, c'est le magnitude 3, un autre magnitude 3. Et vous voyez qu'on a des taux de sismicité qui sont relativement stables une fois qu'on a ces tremblements de terre qui se produisent. Alors nous, ça nous pose pas mal de questions, hein, notamment sur le mouvement du sol qui peut être prévisible sur ce secteur. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Ici, c'est une étude récente qui a montré que l'accélération qu'on devait intégrer dans la réglementation, dans une nouvelle réglementation qui peut-être verrait le jour d'ici une dizaine d'années, cette accélération, elle est environ de 0,05. Ce qui est intéressant, c'est que lors de cet essaim, on a dépassé cette accélération. Alors c'est une accélération, ça ne va pas créer des dommages. C'est des accélérations, on est sur des petits séismes très proches, ça va contenir le mouvement du sol associé ne va pas forcément énormément faire vibrer les constructions, ça va plutôt ressembler à des déflagrations, comme à des bancs supersoniques, mais ce sont des mouvements du sol qui sont relativement forts. Le deuxième point, c'est qu'on a une grosse variabilité. Ici, ce sont tout le mouvement du sol qui a été enregistré à une distance relativement courte, et vous voyez que ce mouvement du sol généré par cet essaim est très très variable. Ça, on est en train de travailler là-dessus aussi. Et puis, vous avez peut-être témoigné, les gens qui habitent sur le secteur ont pas mal témoigné sur le ressenti de ce tremblement de terre. Ce sont des points ici là, localisés en carte qui correspondent à des témoignages lors de tremblements de terre. Ces témoignages, on demande aux gens s'ils ont ressenti, s'ils ont été effrayés. Tout ça sont des informations intéressantes parce que ça nous permet de comprendre le ressenti des populations et de caractériser le mouvement du sol quand des petits tremblements de terre se produisent, en complément de nos instruments sismologiques. Là, vous voyez, on est incapable de mettre des instruments sismologiques aussi denses dans un secteur aussi petit. Avec les témoignages des gens, on a des informations qui ressemblent un petit peu à ce qu'on peut observer avec des stations sismologiques. Et donc ça, on travaille là-dessus pour essayer de comprendre comment les ressentis a été perçus par la population. Et puis aussi, on travaille aussi là-dessus, puisque ces essaims sismiques, je vous ai dit, il n'y a pas deux essaims qui sont identiques. L'essaim sismique, il y a un essaim sismique qui nous a traumatisés, nous, sismologues et scientifiques, c'est l'essaim de l'Aquila en Italie, puisqu'il y a eu un essaim, il y a eu une mauvaise information, une communication de la part des autorités. Et suite à ça, il y a eu 200 victimes qui se sont déclarées. En tout cas, il y a eu 200 victimes suite à ce tremblement de terre. Et les scientifiques ont été condamnés en première instance par la loi italienne, relaxée en appel. Mais en tout cas, pour la première fois, on a remis en cause la mauvaise connaissance des scientifiques sur ce phénomène sismique. Ce phénomène sismique qui est très mal connu. On sait on connaît l'origine des tremblements de terre depuis les années 60 seulement, sur des événements qui ont des périodes de retour très très longues. Et donc on ne peut pas avoir une vision globale de tous les phénomènes. Et ce séisme qui faisait suite à un essaim, où il y a eu une gestion qui a été faite par la protection civile italienne, une gestion qui a amené les sismologues à devoir s'exprimer. Les sismologues ont été poursuivis pour mauvaise représentation du risque sismique, relaxé en deuxième instance. Donc on travaille aussi avec des juristes là-dessus pour essayer de comprendre tout le mécanisme qui s'est produit et que se passerait-il en France si la même chose se produisait. J'ai été un petit peu long. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas.